Imaginez que vous décrivez un chien à quelqu'un qui ne l'a jamais vu et que vous lui demandez de le dessiner. Il y a des choses qu'il devinera correctement, mais il ne pourra certainement pas en saisir les détails. Et pourtant, le diable se cache toujours dans les détails. Après avoir vu les coulisses de la réalité, de nombreuses questions subsistent, certaines n'ayant que des allusions comme réponse, d'autres restant sans réponse. Et ces questions ne se posent pas seulement aux spectateurs qui découvrent pour la première fois le lore des coulisses, mais aussi à ceux qui connaissent cet univers depuis longtemps. Que sont les coulisses dans le film ? Selon quelles lois existent-elles et comment sont-elles organisées ? Que sont les entités qui les peuplent ? Pourquoi montre-t-on sans cesse l'empreinte de la main du docteur Mary Klein dans le béton ? Pourquoi le film débute-t-il par des images d'un ouvrier démolissant une maison ? Comment le thème de l'état mental des personnages est-il lié à tout ce qui se passe ? Et l'est-il vraiment ? Et enfin, la question principale. Est-ce que la docteur Mary est sortie des coulisses ? Ou bien était-ce seulement une illusion de sortie ? Et elle est restée dans cette réalité modifiée. Où suis-je ? Je ne sais pas. S'il te plaît, Phil, où suis-je ? À certaines de ces questions, on peut répondre en se référant au lore de l'univers. Mais pour beaucoup d'autres, il faudra chercher les réponses soi-même, en analysant attentivement les détails et indices laissés par le réalisateur, qui sont faciles à manquer lors du premier visionnage. C'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Avant d'analyser le film lui-même, il faut comprendre une chose importante. Est-ce que le film Les coulisses correspond réellement au lore des Backrooms et si oui, à quel lore précisément ? Il n'est finalement pas seul là-bas. Comme on le sait, toute l'histoire des Backrooms a commencé avec une seule photo publiée sur le forum 4chan. J'en ai déjà parlé plus en détail dans ma vidéo précédente sur les Backrooms. La principale particularité des Backrooms, c'est qu'il n'y a pas de canon unique. Ce n'est pas un univers avec une seule Bible officielle, mais plutôt un ensemble de plusieurs versions concurrentes et partiellement entrelacées. Dans la version la plus ancienne des Backrooms, tout reposait sur l'atmosphère de solitude, d'anxiété et la sensation d'un lieu déplacé. Mais en même temps, il n'expliquait presque rien. Au centre, il y avait toujours cette réalité étrange en elle-même, et personne ne se préoccupait vraiment de son origine, de sa structure ou de ses règles. Plus tard, lorsque l'idée s'est retrouvée sur Reddit, sur les wikis et dans les communautés de fans, les backrooms ont commencé à se développer rapidement. Les gens ont commencé à inventer des niveaux, des entités, des classes de danger, des moyens de transition, c'est-à-dire toute cette superstructure encyclopédique qui est maintenant perçue comme le lore principal. Mais le film Les coulisses de la réalité ne s'appuie pas tant sur ce canon étendu créé par les fans que sur la branche d'auteurs distincte de Kane Parsons. Parce qu'en réalité, quand il a commencé à tourner ses courts-métrages sur les Backrooms, il n'a pas vraiment pris le temps de comprendre le canon, mais a décidé de créer sa propre version de l'univers, presque à partir de zéro. C'est pourquoi son lore diffère sensiblement de celui développé sur le wiki et Reddit. Mais puisque c'est la branche de Kane Parsons qui s'est révélée la plus influente, aujourd'hui on peut tout à fait la considérer comme l'une des versions canoniques des Backrooms. C'est elle qui a servi de base au film. Alors qu'est-ce que l'envers au juste selon ce lore ? Dans le film, l'envers est une dimension particulière qui fonctionne sur le principe de la mémoire, un système qui crée des copies défectueuses de personnes, d'objets et d'espaces. Parsons l'a évoqué à plusieurs reprises en interview, et cette idée apparaît aussi directement dans le film. Clark avance la théorie selon laquelle les backrooms sont composés de copies de ceux qui y sont entrés, et que les entités humanoïdes sont des versions incomplètes et déformées des personnes restées dans la mémoire de l'espace. Quelque part là-bas, il y a un gars en chemise rayée. Mais ici, on se souvient de lui, seulement de façon un peu déformée. Ici, on ne peut s'empêcher de penser au philosophe Jean Baudrillard et à sa conception des simulacres. Un simulacre, c'est une copie qui, avec le temps, a perdu tout lien avec l'original et a commencé à exister de manière autonome. Une copie de copie, un reflet de reflet. Si vous connaissez cette idée, alors vous voyez de quoi je parle. Sinon, j'ai expliqué ce concept plus en détail dans ma vidéo sur Tyler Durden du film Fight Club. Et quand Clark dit que l'espace se souvient de quelque chose à chaque fois, mais qu'il le fait de plus en plus mal, cela rappelle beaucoup le processus de naissance de tels simulacres. Et plus souvent il se souvient de quelque chose, plus le résultat est mauvais. Mais ici, plusieurs contradictions apparaissent. Ou plutôt des choses qui, à première vue, semblent illogiques.
Nous avons déjà découvert que l'espace essaie de copier tout ce qui y entre, mais il le fait avec des erreurs, parce que, selon moi, il ne comprend pas complètement la nature de l'objet. Je suis presque sûr que c'est ce qui se passe. Dans le film, cela est expliqué à travers l'exemple d'un chien. Imaginez que vous deviez dessiner un chien sans jamais en avoir vu un, seulement en ayant entendu une description. À la fin, par exemple, nous voyons une copie de la psychothérapeute Mary Klein, ce qui correspond tout à fait à cette logique. Mais voici la question. D'où vient la copie de la femme de Clark dans les coulisses si elle n'y est jamais allée? Lumière, s'il te plaît. Bon, je vais le faire moi-même. Après tout, c'est encore ma maison. D'où viennent les rues et les bâtiments? Pourquoi, comme le montre clairement Clark, la plupart des entités n'ont ni sang ni douleur? Aucune pensée, aucune douleur, aucun ego. Mais la version géante du pirate Clark, pour une raison quelconque, a du sang. À première vue, tout cela semble contradictoire. Et c'est justement le moment de se rappeler l'intrigue du film liée à la thérapie de Clark. D'après les avis, beaucoup ont trouvé que cette thématique psychologique était déplacée dans le film. Mais il me semble que c'est justement elle qui apporte des réponses à de nombreuses questions. En réalité, le lien entre les problèmes psychologiques du personnage et les coulisses elles-mêmes est assez évident. Apparemment, les coulisses copient non seulement les objets et les personnes qui y sont entrées, mais d'une certaine manière, elles lisent aussi l'état intérieur de la personne. C'est comme si elles regardèrent dans la mémoire et faisaient ressortir ce qui se trouve profondément à l'intérieur. C'est pourquoi nous voyons la femme de Clark. Elle n'a sans doute jamais été dans les coulisses, mais elle existe dans sa conscience. Cela signifie donc qu'elle y apparaît sous la forme d'une copie déformée. Le film contient de nombreux indices similaires. Par exemple, au tout début, Clark porte un t-shirt avec l'inscription « Forum du design moderniste de Santa Cruz 1970 ». Il se peut que ce soit une référence à une conférence d'architecture, une exposition de design industriel ou un événement éducatif auquel il a déjà assisté. Lors d'une discussion avec le psychologue, on apprend que Clark a toujours voulu être architecte. Tu n'as pas réussi à devenir architecte? Je suis architecte. En plus, dans le film, on montre plusieurs fois ses dessins et croquis. Et le plus intéressant, c'est que l'espace des coulisses commence progressivement à ressembler à une version déformée d'un projet architectural. Des bâtiments, des rues, des constructions étranges. C'est comme si l'espace lui-même se formait à partir des pensées de Clark, et plus il y retourne, plus ce monde devient vaste. Du moins, c'est l'impression que cela donne. Et sans parler du fait qu'il y a littéralement des versions déformées d'objets provenant de son magasin. Par exemple, le trône qui s'est effondré sous lui dans la réalité devient, dans les coulisses, un immense symbole doré de pouvoir. D'ailleurs, concernant la raison pour laquelle la version pirate de Clark dans les coulisses a du sang alors que les autres entités n'en ont pas, ma théorie est que Clark lui-même est resté trop longtemps dans les coulisses. Et d'une certaine manière, l'espace a créé une copie de lui plus réaliste qui possédait déjà du sang. Dans une autre scène, Clark dit au psychologue qu'il a l'impression d'être coincé dans sa propre vie. Bon sang, je suis juste coincé. Plus tard, cette idée se manifeste dans son refus de quitter les coulisses. Je me plais ici, comme si j'étais exactement là où je devais être. Il en va de même pour l'image du capitaine Clark. En réalité, c'est une fantaisie, un rôle dans lequel il essaie de se projeter. Il est d'ailleurs révélateur que même Clark lui-même ne comprend pas vraiment qui il est dans cette fantaisie, un sultan ou un pirate. T'es genre un pirate ou un sultan? La ferme. Au niveau psychologique, ce mélange d'images rappelle un rêve masculin compensatoire de liberté et de pouvoir. La possibilité de vivre sans limite, de prendre tout ce qu'on veut et, enfin, de cesser de ressentir sa propre faiblesse. Dans la vie réelle, Clark traverse une crise totale. Son mariage s'est brisé, il a perdu le contrôle de sa vie, les humiliations s'accumulent les unes après les autres, et le rêve de devenir architecte ne se réalise jamais. Revenons à cette nuit où Barbara vous a quitté. Les coulisses, comme on l'a déjà vu, réunissent une personne à partir d'images extérieures et de fragments de mémoire, formant un collage étrange de toutes ces personnalités à la fois. Un menuisier, un architecte raté, le mari d'une vendeuse, un sultan et un pirate. Le moment où le gigantesque pirate Clark attaque le vrai Clark est également très révélateur. Tout va bien. C'est juste comme ça que nous sommes faits.
En réalité, Clark suivait déjà depuis longtemps la voie de l'autodestruction. L'alcool n'est ici que le symptôme le plus visible. Quelques bouteilles de bière. Quelques-unes, c'est combien? La journée a été dure, il fallait se détendre. Tu te détends tout le temps. Son agressivité n'est pas moins importante, qui la plupart du temps existe dans un état réprimé. Il y a une scène révélatrice lors d'une séance de psychothérapie où Clark perd soudainement son sang-froid et sort de ses gonds. Il y en a qui ne veulent pas bouger leur gros cul et aider. Désolé, je ne voulais pas. On dirait qu'il a cumulé de la colère depuis longtemps, qu'il n'arrive pas à exprimer normalement. Si l'envers reflète vraiment l'état intérieur d'une personne, il n'est pas étonnant qu'une version agressive du pirate Clark y apparaisse. Cette image devient l'incarnation de la rage refoulée qu'il porte en lui. C'est pourquoi le pirate se comporte de manière hostile, attaque les autres et finit par retourner son agressivité contre Clark lui-même. Elle dit que nous n'avons pas besoin de changer. L'ironie, c'est qu'au final, il s'est détruit à tous les niveaux, aussi bien psychologiquement que physiquement. D'une certaine manière, Clark s'est vraiment dévoré lui-même. Nous avons à peu près compris Clark, mais il y a aussi la psychothérapeute Mary Klein, et son cas est également assez intéressant. Prenons par exemple cette fameuse empreinte de main dans le béton qu'on nous montre sans cesse. Quel rapport cela a-t-il avec les coulisses d'un coin de section ? Pour commencer, il faut se rappeler la scène où Clark parle pour la première fois des coulisses à Mary. Sur un immeuble de bureau. Tu continues d'avancer et tu te rends compte que tout cela n'a absolument aucun sens. N'avez-vous pas l'impression qu'à ce moment-là, elle semble effrayée ? Personnellement, il me semble que oui. Et cela peut tout à fait s'expliquer. À plusieurs reprises, le film nous montre des souvenirs d'enfance de Mary, des scènes avec la petite fille et sa mère. Par exemple, dans l'un des épisodes, la pièce où elle se trouve rappelle étrangement l'espace des coulisses. Lorsque la petite fille essaie d'ouvrir la fenêtre, sa mère la retient brusquement et ne lui permet pas de regarder dehors. Mary. Ils sont partout. Plus tard, on nous montre que cet endroit est bien lié aux coulisses. Il est donc tout à fait possible que le récit de Clark lui fasse peur. Parce que, à mon avis, cela lui rappelle une expérience vécue dans son enfance qu'elle a peut-être toujours considérée comme une fantaisie ou un cauchemar. Il y a aussi un autre point intéressant. Si l'on regarde attentivement les murs des coulisses, on peut remarquer des bandes caractéristiques. Plus tard, lorsque l'on nous montre la mère de Mary dans une clinique psychiatrique, c'est précisément là que nous voyons ces mêmes éléments. À cause de cela, on peut supposer que la mère de Mary est d'une certaine manière liée aux coulisses, et que l'espace lui-même reproduit des fragments de ses souvenirs, tout comme il reproduisait auparavant les souvenirs de Clark. C'est dans ce contexte qu'une autre scène à la toute fin du film devient plus claire, lorsque l'on voit apparaître un léger sourire sur son visage. Parler ? Eh bien, vous savez, comme deux personnes ordinaires, nous pourrions tout régler, mais nous y étions tous deux. À première vue, la réaction semble étrange, mais si l'on met tout bout à bout, on peut formuler une autre hypothèse. Je pense que toute sa vie, Marie a considéré sa mère comme une femme mentalement malade, qui avait peur de choses n'existant que dans son imagination. Mais à ce moment-là, elle comprend soudainement que la source de ses peurs pouvait être tout à fait réelle. Peut-être que sa mère a vraiment vu quelque chose que personne n'a cru, et ce sourire ressemble à un soulagement, car le mystère de tant d'années s'est enfin transformé en une image cohérente. Cela est aussi indirectement suggéré par le fait que Marie a gardé l'empreinte de la paume tout ce temps. Très probablement, cette empreinte était pour elle un rappel de quelque chose d'important, et en même temps d'incompréhensible. Il semble que l'histoire de sa mère ne lui ait jamais laissé de répit. Peut-être essayait-elle de trouver une explication rationnelle à ce qui se passait, de se convaincre que tout venait de la maladie mentale de sa mère, mais elle n'a jamais pu y croire complètement. C'est pourquoi, à la fin, nous assistons à une prise de conscience. Pour la première fois depuis de longues années, tous les souvenirs épars et les bizarreries trouvent une explication logique. C'est comme si elle se libérait d'un poids porté toute sa vie. Et enfin, il reste la dernière question à laquelle nous n'avons toujours pas répondu. Marie est-elle sortie des coulisses ? La fin est délibérément conçue pour laisser le spectateur dans l'incertitude.
Certains prêtent attention à la salle d'interrogatoire où se retrouve l'héroïne. Cela ressemble à une pièce ordinaire, mais si l'on regarde de plus près, elle présente des caractéristiques propres aux coulisses. Stérilité, vide, géométrie étrange de l'espace et une légère impression d'artificialité. C'est pourquoi il est tout à fait logique de soupçonner qu'il ne s'agit pas d'un sauvetage, mais d'un nouveau niveau de la même anomalie. Pour évaluer cette hypothèse, il faut se pencher sur le rôle de la société Async dans le lore de Kane Parsons. Cette organisation a été l'un des premiers instituts à entrer en contact avec les coulisses. Faites attention à l'article qu'on nous montre brièvement sur la tablette dans la maison du savant. Il y est dit « L'Institut de recherche Async, une start-up de la région de la baie de San Francisco, a reçu une subvention fédérale d'1 200 000 $ pour développer une IRM de nouvelle génération. » À la fin des années 70 et au début des années 80, c'est une somme très importante. En valeur actuelle, il s'agit déjà de plusieurs millions de dollars. Cela signifie donc que l'État considérait clairement Async comme un projet scientifique prometteur et stratégiquement important. Depuis lors, son activité s'articule autour de l'étude du phénomène, des expéditions, de l'enregistrement des anomalies, de l'archivage des observations et de la tentative de comprendre la nature de cet espace. D'ailleurs, c'est justement au cours de ces recherches qu'Async, apparemment, a installé des caméras un peu partout, dans les coulisses, et les utilise pour observer différents endroits. Clark en trouve aussi plusieurs de ces caméras. Et c'est justement grâce à ce système de surveillance qu'ils finissent par retrouver Mary Klein. D'abord, c'est Clark lui-même qui apparaît sur les caméras. C'est Phil, un employé d'Async, qui le remarque. Puis il tombe sur une publicité d'un magasin de meubles, dans laquelle il reconnaît Clark. Jetez l'ancre et venez découvrir l'Empire ottoman ou le royaume des poufs du capitaine Clark. C'est ainsi qu'il trouve le magasin de Clark et Mary elle-même. Plus tard, le scientifique déclare clairement que c'est peut-être la découverte la plus importante de toute l'histoire et explique que des portails comme celui du magasin de Clark commencent à apparaître partout en ville et qu'ils ne peuvent pas arrêter ce processus. Nous ne savons pas pourquoi, ni ce qui les relie. Ils continuent simplement d'apparaître et nous ne savons pas comment les arrêter. Ici, le film s'accorde de nouveau bien avec le lore. Par exemple, dans l'une des vidéos de la chaîne Kern Pixels, on voit une voiture disparaître directement sur l'autoroute. Dans le film, une mouette entre accidentellement dans les coulisses. On nous montre ensuite la présence de nombreux oiseaux en ville. Il n'est donc pas étonnant que l'un d'eux soit entré par cette porte. Tout cela suggère la même idée. Les coulisses ne sont pas confinées à un seul endroit. Elles s'étendent progressivement et pénètrent de plus en plus profondément dans la réalité ordinaire. On peut voir la même chose avec le magasin de Clark au début du film. Au début, Clark remarque une consommation d'énergie accrue. Alors, comment ça se passe? Le compteur est normal. Ensuite, un disjoncteur apparaît sur le panneau. Avant, il n'y avait rien ici, où je ne l'avais pas vu. Au début, il ne semble rien changer. Comment ça va avec la lumière? Mais la lumière est allumée. Oui. Mais après un certain temps, il se remet soudainement à fonctionner. Cela ressemble beaucoup à l'idée que l'envers s'infiltre progressivement dans l'espace du magasin et le dévore littéralement. Dans l'une des scènes, cela est même montré visuellement, à travers les mouvements et les reflets à l'écran, suggérant que la cave fait déjà partie de l'envers. De là découle une autre hypothèse intéressante. Je pense que la maison de Mary était elle aussi autrefois l'un de ces points d'entrée découverts par la société Async. C'est pour cela que la maison est démolie et que la mère de Mary est isolée en hôpital psychiatrique, soit pour cacher l'information et l'empêcher de raconter quoi que ce soit parce qu'après avoir vu l'anomalie, elle a perdu contact avec la réalité. Ce n'est pas un hasard si, près des images de la maison détruite, on voit ce type de panneau publicitaire. Il est écrit dessus « Futur emplacement du complexe Crest Ridge Towers ». On voit le même panneau publicitaire derrière Mary lorsqu'elle observe la démolition.
Selon mon interprétation, ce bâtiment a également été construit par A5 et sert de couverture pour l'étude de l'envers à l'emplacement de la maison de Mary. En prenant tout cela en compte, la réponse à la question principale devient plus simple. Bien que la version selon laquelle Mary ne soit jamais sortie de l'envers semble assez séduisante, je penche tout de même pour une interprétation plus directe. À la fin, elle se retrouve entre les mains d'A5. À une époque, l'organisation a littéralement construit un complexe autour de la maison où vivait Mary. De la même manière, ils ont probablement fait la même chose avec le magasin de Clark, créant une sorte de périmètre de sécurité autour de la zone anormale. On le voit quand Mary tente d'ouvrir la porte, mais elle bute contre quelque chose dehors. C'est pourquoi je pense que les événements de la fin se déroulent déjà dans la réalité ordinaire. Cependant, il y a un autre détail qui laisse place au doute. Il est possible que l'anomalie elle-même continue de s'étendre. Ce n'est pas un hasard si Phil jette un regard vers la fenêtre lorsque Mary lui demande s'il était là. Schley. Vous y étiez, n'est-ce pas? Ce geste donne l'impression que la zone est toute proche, littéralement derrière le mur. Les coulisses de la réalité est déjà le deuxième film marquant de cette année, réalisé par une personne venue du YouTube vers le cinéma. Avant cela, il y a eu Obsession, qui a également réussi à impressionner aussi bien les spectateurs que les critiques. On a l'impression que le genre de l'horreur connaît actuellement une nouvelle renaissance. J'ai déjà abordé partiellement ce sujet dans la première partie consacrée à Zakulisyu, où je racontais l'histoire de la création du projet et de son développement. Beaucoup de détails et de faits intéressants s'y trouvent. Donc, assurez-vous de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous seriez intéressé par une analyse d'Obsessia, il suffit de le mentionner. Comme ça, je comprendrai que le sujet est vraiment demandé. Si une telle vidéo existe déjà au moment où vous regardez ceci, cherchez-la via le lien dans la description. Vous pouvez également proposer votre propre sujet pour une analyse. Mais d'abord, allez sur la page d'accueil de la chaîne dans la section playlist pour vous assurer que le sujet n'a pas déjà été traité.